repart sur l'esprit des lois avec le chapitre 15, continuation du même sujet. Il s'agit du livre 5. Dans les climats chauds où règne ordinairement le despotisme, les passions se font plutôt sentir et elles sont aussi plutôt amorties. L'esprit y est plus avancé, les périls de la dissipation des biens y sont moins grands, il y a moins de facilité de se distinguer, moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison, on s'y marie de meilleure heure, on y peut donc être majeur plus tôt que dans nos climats d'Europe. En Turquie, la majorité commence à 15 ans. La cession des biens n'y peut avoir lieu. Dans un gouvernement où personne n'a de fortune assurée, on prête plus à la personne qu'au bien. Elle entre naturellement dans les gouvernements modérés et surtout dans les républiques. À cause de la plus grande confiance que l'on doit avoir dans la probité des citoyens et de la douceur que doit inspirer une forme de gouvernement que chacun semble s'être donné lui-même. Si dans la République romaine les législateurs avaient établi la cession de biens, on ne serait pas tombé dans tant de séditions et de discordes civiles, et on n'aurait point essuyé les dangers des maux ni les périls des remèdes. La pauvreté et l'incertitude des fortunes dans les États despotiques y naturalisent l'usure, chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu'il y a à le prêter. La misère donc vient de toutes parts dans ces pays malheureux, tout y est ôté jusqu'à la ressource des emprunts. Il arrive de là qu'un marchand n'y saurait faire un grand commerce. Il vit au jour la journée, s'il se chargeait de beaucoup de marchandises, il perdrait plus par les intérêts qu'il donnerait pour les payer qu'il ne gagnerait sur les marchandises. Aussi, les lois sur le commerce n'y ont-elles guère de lieu, elles se réduisent à la simple police. Le gouvernement ne saurait être injuste sans avoir des mains qui exercent ces injustices. Or, il est impossible que ces mains ne s'emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les États despotiques. Ce crime, il étant le crime ordinaire, les confiscations y sont utiles. Par là, on console le peuple. L'argent qu'on en tire est un tribut considérable que le prince lèverait difficilement sur des sujets abîmés. Il n'y a même dans ce pays aucune famille qu'on veuille conserver. Dans les États modérés, c'est tout autre chose. Les confiscations rendraient la propriété des biens incertaine. Elles dépouilleraient des enfants innocents, elles détruiraient une famille lorsqu'il ne s'agirait que de punir un coupable. Dans les républiques, elles feraient le mal d'ôter l'égalité qui en fait l'âme, en privant un citoyen de son nécessaire physique. Les lois romaines veulent qu'on ne confisque que dans le cas du crime de lèse-majesté au premier chef. Il serait souvent très sage de suivre l'esprit de cette loi et de borner les confiscations à de certains crimes. Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Baudin dit très bien qu'il ne faudrait confisquer que les acquets. Chapitre 16 de la communication du pouvoir. Dans le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le vizir est le despote lui-même, et chaque officier particulier est le vizir. Dans le gouvernement monarchique, le pouvoir s'applique moins immédiatement, le monarque, en le donnant, le tempère. Il fait une telle distribution de son autorité qu'il n'en donne jamais une partie, qu'il n'en retienne une plus grande. Ainsi, dans les États monarchiques, les gouverneurs particuliers des villes ne relèvent pas tellement du gouverneur de la province
qu'il ne relève du prince encore davantage, et les officiers particuliers des corps militaires ne dépendent pas tellement du général qu'ils ne dépendent du prince encore plus. Dans la plupart des États monarchiques, on a sagement établi que ceux qui ont un commandement un peu étendu ne soient attachés à aucun corps de milice, de sorte que, n'ayant de commandement que par une volonté particulière du prince, pouvant être employés et ne l'être pas, ils sont en quelque façon dans le service et en quelque façon dehors. Ceci est incompatible avec le gouvernement despotique, car si ceux qui n'ont pas un emploi actuel avaient néanmoins des prérogatives et des titres, il y aurait dans l'État des hommes grands par eux-mêmes, ce qui choquerait la nature de ce gouvernement. Que si le gouverneur d'une ville était indépendant du Bacha, il faudrait tous les jours des tempéraments pour les accommoder, chose absurde dans un gouvernement despotique. Et de plus, le gouvernement particulier pouvant ne pas obéir, comment l'autre pourrait-il répondre de sa province sur sa tête? Dans ce gouvernement, l'autorité ne peut être balancée. Celle du moindre magistrat ne l'est pas plus que celle du despote. Dans les pays modérés, la loi est partout sage. Elle est partout connue, et les plus petits magistrats peuvent la suivre. Mais dans le despotisme, où la loi n'est que la volonté du prince, quand le prince serait sage, comment un magistrat pourrait-il suivre une volonté qu'il ne connaît pas? Il faut qu'il suive la sienne. Il y a plus. C'est que la loi n'étant que ce que le prince veut, et le prince ne pouvant vouloir que ce qu'il connaît, il faut bien qu'il y ait une infinité de gens qui veuillent pour lui et comme lui. Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui veuillent subitement comme lui. Chapitre 17 des présents. C'est un usage dans les pays despotiques que l'on aborde qui que ce soit au-dessus de soi sans lui faire un présent. Pas même les rois. L'empereur du Mogol ne reçoit point les requêtes de ses sujets qui n'en aient reçu quelque chose. Ces princes vont jusqu'à corrompre leur propre grâce. Cela doit être ainsi dans un gouvernement où personne n'est citoyen. Dans un gouvernement où l'on est plein de l'idée que le supérieur ne doit rien à l'inférieur, dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtiments que les uns exercent sur les autres, dans un gouvernement où il y a peu d'affaires et où il est rare que l'on ait besoin de se présenter devant un grand, de lui faire ses demandes et encore moins des plaintes. Dans une république, les présents sont une chose odieuse, parce que la vertu n'en a pas besoin. Dans une monarchie, l'honneur est un motif plus fort que les présents, mais dans l'état despotique, où il n'y a ni honneur ni vertu, on ne peut être déterminé à agir que par l'espérance des commodités de la vie. C'est dans les idées de la République que Platon voulait que ceux qui reçoivent des présents pour faire leur devoir fussent punis de mort. Il n'en faut prendre, disait-il, ni pour les choses bonnes, ni pour les mauvaises. C'était une mauvaise loi que cette loi romaine qui permettait aux magistrats de prendre de petits présents pourvu qu'ils ne passent pas 100 écus dans toute l'année. Ceux à qui on ne donne rien ne désirent rien. Ceux à qui on donne un peu désirent bientôt un peu plus, et ensuite beaucoup. D'ailleurs, il est plus aisé de convaincre celui qui, ne devant rien prendre, prend quelque chose, que celui qui prend plus lorsqu'il devrait prendre moins, et qui trouve toujours pour cela des prétextes, des excuses, des causes et des raisons plausibles. Chapitre 18. Les récompenses que le souverain donne. Dans les gouvernements despotiques, où, comme nous avons dit, on est déterminé à agir que par l'espérance des commodités de la vie, le prince qui récompense n'a que de l'argent à donner. Dans une monarchie où l'honneur règne seul,
Le prince ne compenserait que par des distinctions, si les distinctions que l'honneur établit n'étaient jointes à un luxe qui donne nécessairement des besoins. Le prince y récompense donc par des honneurs qui mènent à la fortune. Mais, dans une république où la vertu règne, motif qui se suffit à lui-même et qui exclut tous les autres, l'État ne récompense que par des témoignages de cette vertu. C'est une règle générale que les grandes récompenses dans une monarchie et dans une république sont un signe de leur décadence. Parce qu'elles prouvent que leurs principes sont corrompus, que d'un côté, l'idée de l'honneur n'y a plus tant de force, et que de l'autre, la qualité de citoyen s'est affaiblie. Les plus mauvais empereurs romains ont été ceux qui ont le plus donné. Par exemple, Caligula, Claude, Néron, Othon, Vitellius Commode, Héliogabale et Caracalla. Les meilleurs, comme Auguste, Vespasien, Antonin Pie, Marc Aurèle et Pertinax, ont été économes. Sous les bons empereurs, l'État reprenait ses principes, le trésor de l'honneur suppléait aux autres trésors. Chapitre 19. Nouvelles conséquences des principes des trois gouvernements. Je ne puis me résoudre à finir ce livre sans faire encore quelques applications de mes trois principes. Première question, les lois doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics ? Je dis qu'elles le doivent dans le gouvernement républicain et non pas dans le monarchique. Dans le premier, les magistratures sont des témoignages de vertu, des dépôts que la patrie confie à un citoyen qui ne doit vivre, agir et penser que pour elle. Il ne peut donc pas les refuser. Dans le second, les magistratures sont des témoignages d'honneur. Or, telle est la bizarrerie de l'honneur qu'il se plaît à n'en accepter aucun que quand il veut et de la manière qu'il veut. Le feu roi de Sardaigne punissait ceux qui refusaient les dignités et les emplois de son État. Il suivait, sans le savoir, les idées républicaines. Sa manière de gouverner, d'ailleurs, prouve assez que ce n'était pas là son intention. Seconde question, est-ce une bonne maxime qu'un citoyen puisse être obligé d'accepter dans l'armée une place inférieure à celle qu'il a occupée ? On y voyait souvent chez les Romains le capitaine servir l'année d'après sous son lieutenant. C'est que dans les républiques, la vertu demande qu'on fasse à l'État un sacrifice continuel de soi-même et de ses répugnances. Mais dans les monarchies, l'honneur vrai ou faux ne peut souffrir ce qu'il s'appelle se dégrader. Dans les gouvernements despotiques, où l'on abuse également de l'honneur, les postes et les rangs ont fait, indifféremment d'un prince, un goujat, et d'un goujat, un prince. Troisième question, mettra-t-on sur une même tête les emplois civils et militaires ? Il faut les unir dans la République et les séparer dans la monarchie. Dans les républiques, il serait bien dangereux de faire de la profession des armes un état particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles. Et dans les monarchies, il n'y aurait pas moins de péril à donner les deux fonctions à la même personne. On ne prend les armes dans la République qu'en qualité de défenseur des lois et de la patrie. C'est parce que l'on est citoyen qu'on se fait, pour un temps, soldat. S'il y avait deux États distingués, on ferait sentir à celui qui, sous les armes, se croit citoyen, qu'il n'est que soldat. Dans les monarchies, les gens de guerre n'ont pour objet que la gloire, ou du moins l'honneur ou la fortune. On doit bien se garder de donner les emplois civils à des hommes pareils. Il faut au contraire qu'ils soient contenus par les magistrats civils et que les mêmes gens n'aient pas en même temps la confiance du peuple et la force pour en abuser. Voyez, dans une nation où la République se cache sous la forme de la monarchie, combien l'on craint un état particulier des gens de guerre et
comme le guerrier et comment le guerrier reste toujours citoyen ou même magistrat, afin que ses qualités soient un gage pour la patrie et qu'on ne l'oublie jamais. En aparté, là, on voit poindre l'idée de séparation des pouvoirs. Lorsque l'on dit que les emplois militaires, autrement dit, une extension des pouvoirs exécutifs, ne peuvent pas être occupés par les personnes qui occupent les emplois civils, donc sous-entendu, par exemple, les prêteurs, les magistrats, les personnes qui occupent une fonction juridictionnelle ou d'élaboration des lois, voilà, on a une première esquisse de cette séparation des pouvoirs, en tout cas dans les monarchies, puisque pour le moment, Montesquieu nous indique que dans les républiques en tout cas, les armes peuvent être cumulées avec les emplois civils, car chaque citoyen défend son pays. Cette division de magistrature en civil et militaire, faite par les Romains après la perte de la République, ne fut pas une chose arbitraire. Elle fut une suite du changement de la constitution de Rome. Elle était de la nature du gouvernement monarchique, et ce qui ne fut que commencé sous Auguste, les empereurs suivants furent obligés de l'achever pour tempérer le gouvernement militaire. Ainsi, Procope, concurrent de Valens à l'Empire, n'y entendait rien lorsque, donnant à Hormisdas, prince du sang royal de Perse, la dignité de proconsul, il rendit à cette magistrature le commandement des armées qu'elle avait autrefois, à moins qu'il n'y eût des raisons particulières. Un homme qui aspire à la souveraineté cherche moins ce qui est utile à l'État que ce qui l'est à sa cause. Quatrième question, convient-il que les charges soient vénales? Elles ne doivent pas l'être dans les États despotiques, où il faut que les sujets soient placés ou déplacés dans un instant par le prince. Cette vénalité est bonne dans les États monarchiques, parce qu'elle fait faire comme un métier de famille ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu, qu'elle destine chacun à son devoir et rend les ordres de l'État plus permanents. Suidas dit très bien qu'Anastase avait fait de l'Empire une espèce d'aristocratie en vendant toutes les magistratures. Platon ne peut souffrir cette vénalité. C'est, dit-il, comme si dans un navire, on faisait quelqu'un pilote ou matelot pour son argent. Serait-il possible que la règle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fût de la vie, et bonne seulement pour conduire une république? Mais Platon parle d'une république fondée sur la vertu, et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie, où quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l'indigence et l'avidité des courtisans le vendraient tout de même, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. Enfin, la manière de s'avancer par les richesses inspire et entretient l'industrie, chose dont cette espèce de gouvernement a grand besoin. Cinquième question. Dans quel gouvernement faut-il des censeurs? Il en faut dans une république où le principe du gouvernement est la vertu. Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu, mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l'amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption, ce qui ne choque point les lois, mais les élude, ce qui ne les détruit pas, mais les affaiblit. Tout cela doit être corrigé par les censeurs. On est étonné de la punition de cet aéropagite qui avait tué un moineau qui, poursuivi par un épervier, s'était réfugié dans son sein.
On est surpris que l'aéropage ait fait mourir un enfant qui avait crevé les yeux à son oiseau. Qu'on fasse attention qu'il ne s'agit point d'une condamnation pour crime, mais d'un jugement de meurtre dans une république fondée sur les mœurs. Dans les monarchies, il ne faut point de censeur. Elles sont fondées sur l'honneur, et la nature de l'honneur est d'avoir pour censeur tout l'univers. Tout homme qui y manque est soumis aux reproches de ceux-mêmes qui n'en ont point. Là, les censeurs seraient gâtés par ceux-mêmes qu'ils devraient corriger. Il ne serait pas bon contre la corruption d'une monarchie, mais la corruption d'une monarchie serait trop forte contre eux. On sent bien qu'il ne faut point de censeur dans les gouvernements despotiques. L'exemple de la Chine semble déroger à la règle, mais nous verrons dans la suite de cet ouvrage les raisons singulières de cet établissement. Nous arrivons à la fin du livre 5e, et la prochaine fois nous verrons le livre 6e, conséquences des principes des divers gouvernements par rapport à la simplicité des lois civiles et criminelles, la forme des jugements et l'établissement des peines.